Et ces deux livres ont comme caractéristique d'être écrits par Barbara Cassin et moi. Ce sont donc des livres à deux auteurs, un homme et une femme, etc. Enfin, on aura l'occasion de discuter tout ça dans la suite. Alors, une brève présentation du pourquoi de ces deux livres. Le pourquoi est assez différent. Dans le cas de celui-ci, c'est-à-dire le livre sur Heidegger, le nazisme, les femmes, la philosophie, le point de départ est anecdotique. Nous avions écrit en commun, réellement à quatre mains, là, comme un texte unique, une préface aux lettres de Heidegger à sa femme. Lettres de Heidegger à sa femme qui ont été transmises par la petite fille, en réalité, de Heidegger, qui ont été publiées en allemand, qui sont des documents tout à fait intéressants, puisqu'ils parcourent en réalité toute la vie de Heidegger. Et nous avions donc décidé, du temps où nous étions co-directeurs de la collection L'Ordre philosophique aux éditions du Seuil, nous avons décidé de non seulement de faire traduire et de publier ces lettres de Heidegger à sa femme, mais de faire une préface, une présentation, finalement des raisons pour lesquelles on publiait ces lettres et pourquoi ça nous paraissait intéressant. Et alors cette préface, dont nous étions très contents d'ailleurs à l'époque, parce que c'est notre premier exercice à quatre mains, comme ça, cette préface, les ayants droit de Heidegger, eux, n'en ont pas du tout été contents, et ils ont entamé contre elle une procédure en arguant du fait que les indications de Heidegger spécifiaient que les œuvres de Heidegger ne pouvaient pas être préfacées par qui que ce soit. Voilà. Elles doivent paraître sans préface. Et donc cette préface a été interdite par décision, voilà, et les éditions du Seuil ont pilonné tous les exemplaires qui comportaient encore cette préface. Et donc nous avions été censurés, il faut dire les choses comme elles sont, nous avons été censurés, et comme ce n'est pas notre goût d'être censurés, c'est un point commun parmi quelques autres entre Barbara et moi, nous avons décidé de rééditer cette préface, qu'après tout, il a été interdit que Heidegger ait une préface, mais notre préface, on pouvait la publier toute seule, sans Heidegger cette fois. Voilà. Et nous censurions Heidegger, en réalité, post-mortem. Et on a saisi cette occasion pour la développer un peu, pour en faire un petit livre plus autonome qu'une simple préface. Et on a décidé, en particulier, d'y inscrire nos désaccords. Alors ça, c'est un point dont il sera peut-être question. Nous travaillons ensemble à des directions de collection avec Barbara Cassin depuis un peu plus de 20 ans maintenant, et par ailleurs, philosophiquement, nous ne sommes pas d'accord sur grand-chose en vérité, parce que Barbara Cassin a joué un rôle fondamental dans la remise à l'ordre du jour intra-philosophique de tout le corpus des sophistes grecs. Elle en a tiré des conséquences considérables. Et comme moi j'assume un héritage platonicien, nous sommes évidemment en guerre en réalité, hein, parce qu'évidemment entre Platon et les sophistes, ou entre Platon et ce que Platon a déclaré être les sophistes, entre ce que sont ou ce qu'on a imaginé qu'étaient les sophistes et Platon, ça crée quand même deux traditions sévèrement opposées. Et donc, de fait, nous sommes considérablement en désaccord. Et cependant, nous travaillons ensemble depuis 20 ans sans problème majeur. Et nous voulions ponctuer ce petit livre, écrit en commun au départ, écrit vraiment à quatre mains, nous voulions le ponctuer cependant par des lignes de fracture, d'opposition, de divergence, que nous avons localisées. C'est-à-dire, ce sont des passages qui sont en italique et qui sont présentés comme des divergences locales sur tel ou tel point précis dont nous nous expliquons. Donc ce livre est à la fois une revanche contre une censure, c'est une prise de position concernant le débat sur Heidegger, dont vous savez qu'il a fait rage un peu partout, y compris dans ce pays, à savoir la question Heidegger, premièrement, a-t-il été réellement nazi ou national-socialiste? Deuxièmement, quel est le lien
entre le fait qu'il a été nazi, national-socialiste et sa philosophie, et troisièmement, quelles conséquences doit-on en tirer? Ce débat a été furieusement agité depuis des années, donc on donne notre propre avis là-dessus, et puis on donne aussi, autour de cet avis sur lequel nous sommes d'accord, des indications sur toute une série de points, y compris concernant Heidegger, sur lesquels nous n'avons pas tout à fait la même optique. Voilà, ça c'est pour ce livre, Heidegger, le nazisme, les femmes, la philosophie. Et vous me direz que, pourquoi les femmes là-dedans? Le nazisme on voit, la philosophie on voit ici, pourquoi les femmes? Parce que cette question des femmes est très agitée, il faut bien dire, très présente dans les lettres de Heidegger à sa femme. D'abord, ce sont les lettres à sa femme, une première occurrence des femmes, mais il est beaucoup question d'autres choses aussi, et d'autres femmes dans ces lettres. Et donc, on a là un point de vue, se dessine à travers ces lettres, un point de vue sur la relation de Heidegger aux femmes, sur ce que les femmes signifiaient, et lui-même, dans cette correspondance, assigne malgré tout une fonction en quelque manière philosophique, à sa manière, à cette présence des femmes, qu'il s'agisse de l'épouse, ou qu'il s'agisse de Hannah Arendt, ou qu'il s'agisse, à vrai dire, de beaucoup d'autres. Voilà. On reviendra sur ce point dans la discussion. Donc Heidegger, le nazisme, les femmes, la philosophie, c'est les thèmes que nous avons retenus, que nous avions retenus de cette correspondance de Heidegger avec sa femme. Alors l'autre livre, Il n'y a pas de rapport sexuel, 2 leçons sur l'étourdi de Lacan, est tout à fait différent. Nous avions co-organisé avec Barbara Cassin, il y a quelques années, une journée d'études sur l'étourdi. L'étourdi, texte de Lacan, assez mystérieux, assez compact, et en même temps d'une grande importance, et il y avait eu une série d'interventions sur ce texte, et puis finalement nous avons décidé d'en faire un recueil, puis finalement il s'est trouvé que pour des raisons diverses, on a ramené ça à nos 2 textes, à nos 2 interventions. Et donc là, c'est pas un texte écrit à 4 mains, c'est 2 textes séparés, 2 interprétations de l'étourdi de Lacan, qui sont 2 interprétations, également divergentes, naturellement. On retrouve le même problème du fait que nous publions un livre en commun, et avec un grand plaisir de le faire, mais en même temps, finalement, l'étourdi de Lacan, c'est pas tout à fait la même chose pour Barbara Cassin et pour moi. Donc vous avez ces 2 livres qui témoignent du point de vue du travail philosophique et éditorial qui est le nôtre, qui témoigne à la fois de l'unité et de la divergence. De l'unité, puisque ça va jusqu'à un texte que nous avons écrit ensemble, et sur lequel nous étions évidemment d'accord, et de la divergence, puisque ça va sur 2 textes disjoints, dans lesquels les critiques à l'égard de l'autre texte ne manquent pas. Et par exemple, le texte de Barbara Cassin qui vient en premier comporte des indications donneuses, disons, sur des choses dites dans le de moi qui vient après. Donc, il est typé en quelque manière dans sa critique. Voilà. Et donc, ce sont, si vous voulez, c'est quand même je terminerai là-dessus, ce sont des entreprises singulières, puisque, malgré tout, la philosophie présentée ou faite à 2, un homme, une femme qui travaillent ensemble dans le champ éditorial depuis très longtemps, et pas seulement dans le champ éditorial, puisque nous avons aussi participé ensemble à des séminaires Stein, je suis moi-même intervenu dans des séminaires organisés par Barbara Cassin, et qui publie comme ça, dans cette espèce de communauté divergente, philosophique, c'est une chose qui est une singularité. Et donc ces 2 petits livres témoignent de cette singularité, et ils sont des jalons pour une entreprise de plus grande envergure que nous avons en tête, qui serait d'écrire un livre sur hommes et femmes en philosophie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça a un sens? Et si ça en a un, lequel? Est-ce que la philosophie est originairement masculine? Est-ce que le mode de présence des femmes dans la philosophie est singulier? Dans ce cas-là, lequel? Etc. Et qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est un projet que nous avons et que nous réaliserons certainement un jour. Et dont ces 2 livres sont au fond un peu les jalons ou les témoins. Voilà pour l'instant. Oui. Jamais, au fond, jamais nous n'avions thématisé la différence entre nous, jusqu'à ces 2 livres. Et une chose assez drôle, c'est qu'à peu près au moment où ils sont parus, ou au moment où on les a écrits, il y a eu un petit blog que j'ai transmis à Alain,
nous avons publié un livre qui s'appelait « Les Grecs, les Arabes et nous ». Je ne sais pas si vous avez vu ça dans la collection Ouverture. Il est là. Et donc, quelqu'un sur un blog a dit, il faudra quand même se demander un jour, qu'est-ce que c'est que ce platonicien et cette sophiste qui publient ensemble? Bon. Et c'était visiblement, c'est louche. Oui. Et je crois que c'est très louche, en effet. C'est-à-dire que ça fait couvrir un champ, disons, philosophique, enfin, ou philosophique et non philosophique, philosophique et littéraire, philosophique et extérieur à la philosophie. Je crois que c'est pour ça que nous avons appelé, nous sommes passés de l'ordre philosophique, au seuil, à ouverture, avec un S chez Fayard. Hein. On n'entend pas? Comme ça? Non, non, vous inquiétez pas, continuez. Je continue? Oui, oui. Bon. Mais je peux parler plus fort. Oui, je disais que nous sommes passés de l'ordre philosophique, qui est, bon, vous voyez bien vous-même la norme, vous entendez la norme qu'est la philosophie dans ce titre de collection, à une collection vagabonde quant à la philosophie, qui s'appelle Ouverture, chez Fayard, et dans laquelle nous avons envie, justement, d'interroger le rapport entre la philosophie et ce qui n'est pas elle, à savoir, à commencer par, peut-être, la philosophie et la différence des genres, la philosophie et la sophistique. Donc, on peut dire que on s'est découvert cela en faisant ces livres et en étant vu. C'est la première fois qu'on a été vu comme philosophe et comme sophiste et comme dangereux par ce doublet-là. Il faut reconnaître. Voilà. Bon, c'était l'une des choses que j'avais envie d'ajouter. À part ça, nous-mêmes, on a pu se demander pendant longtemps, enfin, ou plutôt, on ne s'est jamais demandé pourquoi c'était si facile de travailler ensemble. Or, ça a été constamment extrêmement facile, extrêmement gai, extrêmement simple. Et en parlant de cela, nous nous sommes aperçus qu'au fond, ça pouvait se déployer de la manière suivante. Effectivement, nous n'avons pas du tout la même manière de faire de la philosophie. Il y a une manière platonicienne et une manière sophistique, et il faudra revenir sur ce que ça veut dire. Et il faudra revenir sur le fait ou non que cela puisse croiser la différence des genres, hein, la différence entre les perceptions de la vérité ou les assomptions de la vérité, les localisations de la vérité, puissent simultanément situer quelque chose de l'ordre de la différence des genres. Bon, ça ne va pas de soi, mais on peut tout à fait discuter de cela, et c'est l'un des points qui va nous occuper dans ce livre qu'on projette Homme, Femme, Philosophie. Et c'est l'un des points qui ne cesse d'apparaître dans les frictions entre nos deux textes, ou entre les controverses locales d'une part et puis les doubles textes de l'étourdi. Bon, ça c'est une chose, mais donc nous avons une toute autre critique de la raison pure. Nous avons une toute autre perception de ce qu'est la raison, de ses limites et de la place de la vérité. Et même, je dirais, peut-être de son caractère singulier ou pluriel, de son caractère majuscule ou minuscule, de son caractère absolu ou relatif. Bon, c'est bien là que les différences se placent. Et puis, par ailleurs, nous avons à peu près la même perception dégoûtée de ce qu'on pourrait appeler la morale ou la critique de la raison pratique. On a la même méfiance absolue à l'égard des impératifs qui en proviennent, et des impératifs globaux et des impératifs locaux. Et puis, on a au fond le même plaisir, on ressent le même plaisir esthétique. On a le même goût pour les mêmes types de choses, ou plutôt les mêmes dégoûts pour les mêmes types de choses, ça très clairement. Donc nous ne nous sommes jamais posé de problème quant au choix des manuscrits, par exemple, que nous avons pu éditer. On a toujours été d'accord, et ça a toujours été d'une facilité, et je dirais d'une simplicité, d'une joie tranquille, qui allait de soi. Donc, c'est autour de ces perceptions différentes, disons, de la raison et cette perception commune du goût et de la morale, que ces deux textes s'articulent, que ces deux fois deux textes s'articulent. Voilà.
Alors, peut-être un mot sur le point d'accord fondamental quant à Heidegger, c'est le fait que, oui, c'est un grand philosophe, oui, c'est un nazi ordinaire, et il faut que la philosophie s'en débrouille, pour reprendre une expression qui est dans ce livre, que la philosophie s'en débrouille. Qu'est-ce que ça veut dire que un même mec puisse être ignoble et magnifiquement intelligent? Qu'est-ce que c'est? Et magnifiquement, philosophiquement intelligent. Comment on fait avec ça? Et qu'est-ce que ça implique par rapport à la perception de la philosophie? Donc ça, c'est notre point absolument largement commun. Après, la manière de situer le rapport entre politique et philosophie, la manière de les subordonner les uns ou de les discoordonner, ça, bon, disons que ça reste à explorer et que du côté d'Alain Badiou, c'est une perception qui se ramène à la perception platonicienne et moi j'estime que la mienne n'est pas analogue et je la qualifie de, disons, aristotélico-arendtienne. C'est Arendt et Aristote qui sont derrière. Alors que derrière la position de Badiou, il y a vraiment Platon, mais probablement que tout cela tient à ce que nous n'avons pas tout à fait la même interprétation de Platon. Et Platon est susceptible probablement de plus d'une interprétation, et en tout cas, quand on lit un texte de Platon, eh bien, on peut vraiment être embringué dans un sens ou dans un autre. Et à l'intérieur même du texte grec, le texte grec vous conduit, vous dérape, vous fait gicler vraiment d'un côté ou d'un autre. Et donc cela est, disons, à travailler. Et probablement que dans ce livre Homme, Femme, Philosophie, nous allons repartir de nos perceptions complexement divergentes de Platon. Pour le texte pour l'étourdi de Lacan, c'est notre perception de Lacan qui n'est pas la même. C'est-à-dire que probablement on ne privilégie pas les mêmes lignes de crête. Ce qui intéresse Alain Badiou, c'est le caractère, le rapport à la philosophie comprise comme, disons, logico-mathématique. Hein. C'est donc le dire formulaire dans tout ce que cela peut avoir de souverain et, disons, de suffisant, d'autosuffisant. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la perception, disons, du côté de la plurivocité, du signifiant, en tout cas strictement langagière de Lacan, sa manière d'écrire, d'inscrire dans le titre même de l'étourdi, par exemple d'Éité, l'homonymie. Hein. C'est à la fois un titre de Molière et on voit là qu'on nous rajoute dedans le dit, Déité. Bon. Et rien que ce titre, nous, sans doute, nous ne l'entendons pas de la même manière tout à fait, ou nous ne privilégions pas tout à fait les mêmes choses dedans. Bon, moi donc ce qui m'intéresse, c'est la manière dont Lacan, alors je suis spécialiste de philosophie antique, il se trouve que Lacan, dans l'étourdi, fait fond sur Aristote, d'une certaine manière, mais en même temps, fait pièce à Aristote au moyen de Démocrite. Et au moyen d'un très drôle de truc chez Démocrite, que personne ou que très peu de gens ont compris, parce que très peu de gens se sont intéressés à le comprendre, qu'il y a un tout petit machin, un tout petit bout de signifiant, un tout petit, c'est même pas un mot, parce que c'est pas un mot qu'on trouve dans aucun dictionnaire grec, dans aucun dictionnaire du grec, c'est pas un mot normal, c'est un bout. Hein. Eh bien, ce bout, cette fausse coupe, c'est le den, D-E-N, hein. C'est-à-dire un produit de moins que rien, un produit à partir du mot qui veut dire rien, meden ou ouden en grec, mais mal coupé. Comme si je disais ien, bon, qui est pas loin de ian, que Lacan emploie. Hein? Ian n'a pas, dit-il à propos du rapport sexuel, et il écrit ça comme un âne, ian. Bon. Donc, il y a quelque chose comme ça, il y a du signifiant pur qui se balade. Et ce signifiant pur qui se balade avec le den de Démocrite, dont Lacan dit que c'est le passager clandestin de toute la métaphysique occidentale, de toute la philosophie occidentale, eh bien ce signifiant pur, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui m'a intéressé, et c'est sa construction qui m'a intéressé. C'est donc le rapport au langage et non pas du tout le rapport à la formule. C'est la formule ne pouvant s'entendre mathématiquement que comme, évidemment,
des univocités, une série d'univocités. Alors que là, ce qui m'intéresse, c'est que non seulement ça veut rien dire, et là, on pourrait se rejoindre, la formule peut-être ne veut rien dire, hein, non seulement ça ne veut rien dire, mais ça n'existe même pas. Hein, c'est pas un mot qui existe. Et pourtant, ça fait effet. Donc cette manière de faire effet, d'autant plus que ça n'existe pas, voilà ce qui m'a intéressé là-dedans. Une première question, privilège de l'autre. Je vais revenir à une question qui me tarabuse depuis un petit moment, qui peut peut-être faire le lien entre les deux livres et les deux projets. Heidegger, le livre sur Heidegger. Donc vous venez d'évoquer votre accord sur au moins un point central, essentiel. Comme vous le savez, tout le monde n'est pas forcément de cet avis. Et il y a au moins dans les petites controverses internes que vous évoquez, un point qui peut-être nous ramène directement ou indirectement à Lacan, c'est celui du langage précisément de la langue de Heidegger. Vous savez que là-dessus, déjà, il y a pas mal de polémiques et de controverses. Et il y a quand même au moins deux personnes que je crédite d'une certaine plausibilité qui sont absolument pas d'accord avec vous, puisque vous arrivez quand même si vous n'êtes pas totalement d'accord, à conclure que la langue de Heidegger ne renvoie absolument pas au caractère de petit nazi crapoteux et intéressé que vous décrivez par ailleurs. Je ne parle même pas de son rapport assez dépourvu de scrupules avec les femmes. Donc, si je songe à Goldschmidt ou Thomas Bernhardt, donc deux personnes complètement différentes, mais Faye, je le mets complètement de côté, disons qu'il n'est pas forcément... Oui, mais je dirais au moins, ces deux-là, ils ont la caractéristique que l'allemand est leur langue maternelle. Goldschmidt est très clair là-dessus, y compris à propos de ce que vous évoquez à propos de Lacan, c'est-à-dire des coupures, des non-dits, de l'effet que ça fait. Goldschmidt est très clair là-dessus. Il dit pour un Allemand dont pour quelqu'un dont l'allemand est la langue maternelle, indépendant de la qualité qui discute beaucoup de l'allemand de Heidegger, on ne va pas revenir là-dessus, il dit que ça fait un effet absolument radical et qui renvoie absolument, alors là, au nazisme. Soyons très clairs. Donc là, j'ai l'impression que vous étiez vous-même pas forcément complètement d'accord sur ce point, et ça fait partie comme je suis pas totalement convaincu par votre conclusion, je ne vous le cache pas, sur le fait qu'on peut vivre avec cette tension entre les deux aspects de Heidegger que vous évoquez, je dirais que là, à mon avis, c'est un des points assez importants et qui également renvoie à ce que vous avez dit à propos ce que vous évoquez à propos de Lacan. Donc sur cette langue de Heidegger, justement, et sur le fait que pour ceux dont c'est la langue maternelle, avec tout ce que ça peut comporter, contrairement à ce que vous semblez conclure, même si vous n'êtes pas forcément complètement d'accord là-dessus, il semblerait qu'eux ne sont pas du tout d'accord avec vous. Oui, je crois qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Oui, moi j'ai toujours lu Heidegger en français, n'est-ce pas? Délibérément d'ailleurs. Je ne suis pas tellement allé voir son allemand que j'aurais pu quand même regarder un peu. Je l'ai lu en français et je pense qu'un philosophe doit pouvoir se lire dans n'importe quelle langue. Ce qui est adhérent chez un philosophe à sa langue propre ne peut pas être en réalité l'essentiel de sa pensée. Parce que sinon la philosophie ne serait pas universelle, elle serait enfoncée dans la singularité langagière, elle serait donc quelque chose de tiré vers le poème ou vers le littéraire. L'élément proprement philosophique doit se dégager à travers évidemment des traductions qui vont être différentes, qui vont elles-mêmes enregistrer le poids de la langue maternelle, la langue originaire, de façon distincte. Et donc moi, je dirais ceci, il se peut très bien qu'il y ait dans la langue maternelle de Heidegger toute une série d'inflexions qui rappellent le contexte anthropologique, historique et politique dans lequel Heidegger parle. On peut faire des remarques comparables probablement sur des textes de la même époque d'autres auteurs, sur la langue de Junger et même sur la langue du premier Thomas Mann.
la langue du premier Thomas Mann, qui est, comme on sait, aussi très identitaire, très anti-universaliste, etc. Et il y a un Allemand qui est de ce type, et qui remonte très loin, puisque nous avons en particulier pu publier autrefois dans notre collection bilingue des études sur ce problème, qui montrent qu'on trouve déjà cette conviction que la langue allemande a une singularité ontologique forte, on la trouve chez Leibniz, déjà. C'est pas une invention récente. Et ça, on voit très bien que les Allemands ont essayé longuement de dire qu'ils avaient une langue profératrice de lettres pour compenser leur misérable provincialisme qui les rendait extrêmement jaloux des Français. Ben, ça, c'est absolument clair. Et ça court dans toute une tradition allemande. C'est pas ça la philosophie de Heidegger. La philosophie de Heidegger, elle demande qu'on se prononce sur un certain nombre de catégories dissibles dans une autre langue. Et pas, moi je suis contre les traductions qui obligent constamment à remonter ou à retourner vers l'originaire langagier et qui, surtout en philosophie, sont nuisibles parce que elles transforment en catégorie non pas quelque chose qui est universalisable comme catégorie, mais quelque chose qui est pris dans la pesanteur et la particularité de la langue nationale. Moi, si je lis Heidegger en français, je vois très bien les connotations politiques avec lesquelles je suis en désaccord complet, je vois même les connotations philosophiques avec lesquelles je n'ai pas grand-chose à voir, mais je vois que c'est une proposition philosophique qui a sa cohérence propre et qui constitue légitimement un des horizons spéculatifs du XXe siècle. Ça, je crois que c'est incontestable. Alors, à partir de là, le procès qu'on pourrait lui intenter à partir du caractère singulier de sa langue en tant qu'allemand, c'est à mon avis un procès secondaire. Il est légitime et il peut être cohérent, mais je ne crois pas qu'il puisse porter atteinte à ce qu'il est nécessaire de retenir concernant les propositions de Heidegger sur l'histoire de la philosophie, sur l'interprétation du concept d'expérience chez Hegel, sur la signification de la catégorie de vérité chez Platon, sur ce qui est dit sur la fonction de l'imagination chez Kant, sur l'analytique de l'angoisse, dans la filiation de Kierkegaard, sur le Dasein, etc. Et il n'est que de voir que des philosophes aussi différents que ce qu'en ont tiré des philosophes aussi différents, rien qu'en France, que Sartre, Merleau-Ponty, Lottmann, etc. Aucun d'entre eux ne pouvant être soupçonné de la moindre accointance ou sympathie avec le nazisme. Donc il faut aussi rendre compte de cette opération. Qu'est-ce qui s'est passé là, hein? Est-ce qu'ils se sont tous fait avoir? C'est quand même une interprétation faible. Non, ils ont saisi quelque chose d'essentiel, ils l'ont transformé dans leur propre logos, dans leur propre manière de faire, et ils ont ainsi fait ce à quoi la philosophie est destinée, c'est-à-dire sa circulation à vocation universelle. Donc, le désaccord sera simplement, pour autant qu'il existe, sur l'importance qu'il faut accorder à ce genre d'argumentation, plutôt que sur l'argumentation elle-même, que je serais prêt à recevoir. C'est-à-dire, je veux bien croire que si Heidegger est pris d'un point de vue qui le colle aux connotations anthropologiques et historiques de sa langue, quelque chose pourra être dit dans ce sens-là. Précisément, interpréter philosophiquement quelqu'un, c'est l'arracher à ça. C'est exactement l'opération à laquelle je suis en train de me livrer en traduisant Platon, du reste. C'est-à-dire l'arracher à son contexte anthropologique qui, si on ne le prend de trop près, permet de dire aussi qu'en grec, alors on entend chez Platon quelque chose de totalitaire. Bon, je suis monstrueusement pas d'accord. Hein. Oui. Alors, j'ai poussé pour infiniment de raisons. Mais la première, c'est que au fond, on en revient toujours au même point. Alain Badiou est platonicien, c'est-à-dire que ce qu'il est en train de dire, sa thèse sur le rapport entre le langage et la pensée, en philosophie, est une thèse strictement platonicienne, exprimée par exemple dans le... Tu me permets de remarquer ? Non. Elle est cartésienne aussi, c'est simplement ce que je voulais dire. Elle est par exemple cartésienne, je dis platonicienne. Descartes dit que tout ce qu'il dit, ça pourrait se dire exactement en bas breton. Absolument. Mais Absolument. Pas du tout. Voilà, j'en arrive là. Mais j'y arrive. Donc, disons, Alain Badiou est platonicien, et Platon dit,
voilà, les langues, c'est des habits de la pensée, on s'en fout. Hein, c'est ça qu'il dit dans le Cratyle. Comment vous faites une pioche, du moment que ça pioche bien, on se fiche qu'elle soit dans tel ou tel bois. Hein, bon, chez les barbares, comme chez nous, si ça pioche bien, ça marche. Bon. Donc, la langue est un habit de la pensée, et deux, la pensée est un outil. Bon. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'universel assez facilement. Bien évidemment, grand 1, personnellement, tout le travail que j'ai pu faire en philosophie, y compris dans le dictionnaire des intraduisibles auquel Alain Badiou a participé, c'est un travail absolument antagoniste qui part de l'autre idée, hein, qui part de l'idée que mind, c'est pas tout à fait Geist, c'est pas tout à fait esprit. Et que quand on dit bonjour, on dit pas tout à fait shalom, on dit pas tout à fait caïré jouis, et on dit pas tout à fait valet, porte-toi bien. Bon, d'accord. Donc, pour moi, la langue n'est pas un habit indifférent. C'est quelque chose qui fabrique. Donc là, j'ai une thèse de type logologique, alors que Alain Badiou a une thèse de type ontologique. Pour moi, l'être est aussi un effet de dire. Voilà, on va dire les choses simplement comme ça. Maintenant, bien évidemment, Heidegger serait plutôt de mon côté. Je serais plutôt du côté de Heidegger. Reste encore à savoir ce que ça veut dire. Heidegger, il y a encore beaucoup de nuances là possibles. Et en particulier, bon, la thèse de Heidegger, c'est qu'au fond, une langue a d'autant plus de valeur qu'elle permet de mieux saisir l'être. Hein, il y a ce que j'appelle un nationalisme ontologique. Le grec, langue de l'être, et l'allemand encore plus grec que le grec. Et l'idiome heideggerien encore plus allemand que l'allemand. Bon, là, on a un tableau complet avec une hiérarchie, et Heidegger est philosophe en ce sens qu'il fait penser, il pense dans sa langue. Bon, moyennant quoi, je serais plutôt heideggerienne en pensant que la langue n'est pas un simple habit de l'universel, un habit indifférent de l'universel, et je serais très heideggerienne au sens où je pense que, comme d'abord Jean-Pierre Fay, c'est bien lui qui a ouvert la voie hein, avec les langages totalitaires, je pense que ce que dit Heidegger se dit, alors c'est là qu'à nouveau intervient un partage, ça se dit en allemand, ça se dit en idiome heideggerien. Dans quelle mesure l'allemand est-il ou non coupable d'heideggerianisme, ou toujours déjà coupable d'heideggerianisme? Et c'est là que toutes les positions peuvent à nouveau être tranchées. Moi, la mienne, en l'occurrence, ça serait plutôt celle de Victor Klemperer, dont je trouve les livres absolument admirables. Lisez les carnets d'un philologue. Victor Klemperer, c'était un juif, professeur d'université, qui est resté dans une maison de juifs, que sa femme était non juive, et donc il a travaillé la guerre comme ça, enfermé, sans sortir, en écrivant. Et en écrivant quoi? En écrivant la manière dont le nazisme infusait la langue allemande. La manière dont ça pouvait tout d'un coup modifier la langue en train de se parler. Et c'est absolument admirable comment, comme linguiste, il est observateur de cela. Alors, bon, moi je pense que le nazisme a en effet modifié le sens de certains mots, ou mis en avant un certain nombre de mots, que Heidegger a en effet utilisé ces mots dans le sens, eh bien, qui était le sens de l'idiome nazi d'alors, mais qui allait dans un certain sens de l'allemand, pas dans tout l'allemand, mais dans un certain sens de l'allemand. C'est quand même ce qui a compliqué à ce point la vie de Celan, la vie de Arendt, qui n'ont pas arrêté de se demander si c'était la langue allemande qui était devenue folle, et s'ils pouvaient encore avoir leur langue maternelle. Comment pouvaient-ils encore en jouir de leur langue maternelle qui avait fait ça, ou qui s'était laissé aller à être ça? Et enfin, par rapport à la traduction de Heidegger, je pense encore quelque chose de tout à fait différent, c'est-à-dire que je pense que Heidegger existe en français comme du super Heidegger. Et le fait que nous n'avons pu, disons, écrire cette préface de manière durable, qu'elle n'a pu être publiée, ça n'est pas exactement un effet de l'héritage ou des réquisites de Heidegger lui-même, c'est un effet, je dirais, fédieresque. Hein, c'est un effet de la
du passage de Heidegger en français via les ayants droit de Heidegger et la manière dont ces ayants droit de Heidegger ont été, je sais pas, entendus, surentendus, surjoués par les Heideggeriens français. Que, alors là, je connais comme ma poche pour avoir été moi-même, par exemple au séminaire du Thor avec Heidegger et avec Beaufrey, avoir été l'élève de Beaufrey. Enfin, je connais tout ça par cœur et c'est passionnant. Et à la fois, j'en retire un grand respect pour les opérations qui sont qui ont été faites, c'est-à-dire, disons, je les trouve extrêmement intelligentes et en même temps un grand dégoût de ces opérations et du Heidegger en français. Lire Heidegger en français, pour moi, est encore plus insupportable que de le lire en allemand. Et le lire lire par exemple le discours de rectorat dans la traduction de François Fédier, quand il traduit l'université envers et contre tout elle-même, pour la Selbstbehauptung. Bon, hein, l'université envers et contre tout elle-même, c'est très mignon ça, c'est adorable, c'est une manière de tenir bon la relation professeur-étudiant, etc. Bon, et ce que c'est que la culture, est-ce que c'est que la philosophie, Or, Selbstbehauptung, ça voulait quand même dire à l'époque un peu autre chose. Bon, c'était quand même plus nazi que ça. Bon. Donc l'opération de dénazification et de sur-heideggerianisme opérée dans le français, qui fait que d'ailleurs les textes de Heidegger sont très difficilement intelligibles en français, il faut quand même bien le dire, hein, il faut quand même bien le dire. Et les traductions les plus autorisées dans cette veine d'heideggerianisme galopant, c'est-à-dire par exemple la traduction de François Vézin de l'être étant, ben, c'est juste incompréhensible, c'est tout. C'est pas la peine d'aller chercher autre chose. C'est incompréhensible. Et c'est incompréhensible pour plusieurs raisons. C'est incompréhensible parce que ça applique au texte heideggerien ou à l'idiome heideggerien les interprétations, le type de plongée interprétative que Heidegger opère, par exemple, sur les Grecs. C'est-à-dire à la fois une étymologisation à tout crin et une défaite de la syntaxe. Hein, qui sont, à mon avis, qui sont les deux caractéristiques de l'opération heideggerienne, par exemple, sur les présocratiques, qui fait que quand vous lisez un présocratique traduit par Heidegger, vous pouvez très bien lire quelque chose de l'ordre de la Haute-Seu. Hein, enfin, je veux dire, vous lisez une sagesse comme ça, désyntaxique et incroyablement c'est multisémantisé. Voilà. Bon, c'est pas nouveau ce que je raconte. Je veux dire, cette perception à la fois de la langue de Heidegger et de la traduction française de Heidegger, elle est relativement courante. Bon, donc disons que sur ce plan, c'est le point c'est le point sur lequel je différerais avec le plus de force de la perception d'Alain Badiou sur la langue de Heidegger. Mais encore une fois, reste à savoir et reste à décider quelle est la part de l'allemand et quelle est la part de l'idiome heideggerien et comment ça s'articule. Et enfin, quelle est la part de cette langue universelle, je mets tous les guillemets du monde, qu'est la langue philosophique. Bon, voilà. Mais, pardon. Non, je voulais faire deux ponctuations sur ce que tu as dit. La première, c'est qu'évidemment, quand même, m'attribuer la thèse que la langue n'est qu'un habit de la pensée, c'est un peu me traiter comme un élève de baccalauréat, tout de même. Hein, voilà. Mais non, mais pas comme Platon. Même Platon ne dit pas ça. Et en plus, ce problème n'est pas celui-là. Le problème n'est pas de savoir si la langue est un habit de la pensée ou si elle fait corps avec la pensée, etc. Le problème est de savoir si l'objectif de la philosophie n'est pas de produire des énoncés tels qu'ils ne soient pas réductibles à la singularité ou à la particularité d'une langue. C'est un tout autre problème. Donc c'est la question de savoir s'il est possible que la langue soit autre chose que collée à l'anthropologie de ses différences. Voilà. Effectivement, tout le monde va dire mind et esprit, c'est pas la même chose. C'est une affaire entendue.
Mais qu'est-ce qui, utilisant ces deux langues distinctes, peut cependant transiter de telle sorte que ça demeure comme quelque chose qui intéresse l'humanité tout entière. C'est quand même ça qui est intéressant. Hein. Sinon, autant dire que nous constituons une collection de tribus dont l'intertraductibilité sera toujours indéfiniment problématique. Ce qui reviendrait à dire que la philosophie n'a pas et ne peut pas être autre chose qu'un des jeux de langage parmi d'autres. Ce qui satisferait peut-être Wittgenstein, mais qui, moi, ne m'intéresse absolument pas. Si la philosophie est ça, je n'en aurais jamais fait. Je suis convaincu et j'expérimente que la philosophie, c'est ce qui me permet de me faire comprendre par des opérations qui sans doute sont assez retorses, mais qui en fin de compte me permet de faire comprendre ce que je veux dire à un Chinois ou à un Hottentot, sans qu'il ait pour cela l'obligation absolue d'apprendre le français. Voilà. Donc la philosophie, c'est une tentative de traductibilité aussi transparente que possible. Et cette traductibilité, naturellement, est gagée par la conviction qu'il existe un possible partage de quelque chose, alors ne donnons pas tout de suite le nom de ce que c'est, il existe un possible partage de quelque chose qui n'est pas constitué par la langue, dont la langue n'est pas le transcendantal. En réalité, le transcendantalisme langagier, qui est devenu comme un lieu commun du XXe siècle, je m'y oppose absolument. Je pense que la philosophie n'a aucun intérêt s'il est enclose dans le transcendantalisme langagier. La pesanteur de la langue est déjà suffisante pour que on ne l'érige pas philosophiquement, parce que la thèse qui est un transcendantalisme langagier est évidemment une thèse philosophique, que la philosophie vienne en plus en renfort de cela. Alors que la philosophie ne peut se définir que comme un opiniâtre combat contre précisément la prescription langagière et son relativisme latent. Et c'est ça, moi, que j'appelle platonisme. Et ça n'inclut pas la théorie de la langue comme pure vêture. Au contraire, la langue est certainement la matérialité de la pensée. L'écriture est ce dans quoi la pensée va se donner. Mais si on introduit brutalement la thèse d'une espèce d'adhérence et d'inhérence irréductible de ce qu'on peut appeler la pensée ou les concepts ou les vérités comme on veut à cette matérialité langagière, eh bien on est en deçà de ce qui a été en effet alors là prescrit par Platon comme normativité philosophique. Quand Descartes dit que ça pourrait se dire en bas breton, eh ben, il dit que ce qui, de sa pensée, mérite d'être entendu, doit pouvoir l'être en bas breton. Et ça, c'est quand même bien vrai, tout de même. Hein. Et sinon... hein ? Il dit pas seulement ça. Ça renvoie quand même à l'impératif de clarté et de distinction. Mais ça renvoie à l'impératif de clarté et de distinction, mais ça c'est les modulations selon lesquelles on peut le faire. Ça revient bien à dire que ce qui lui est essentiel de dire pourrait aussi bien se dire dans une autre langue. Voilà. Oui, mais l'impératif de clarté et de distinction, c'est là que je suis un peu surpris quand vous revendiquez le cartésianisme à propos de Heidegger, parce que là il y a quand même une sérieuse tension. D'autant qu'Heidegger lui-même a prétendu qu'il avait lieu, quand il disait la philosophie, d'être incompréhensible. Non, mais je ne suis pas en train de défendre Heidegger, là, pas du tout. Ah ben non, je suis en train de défendre Platon, comme toujours. Non, pas de méprise. Heidegger, lui, un des grands péchés de Heidegger, c'est d'être de l'avis de Barbara. C'est ça. C'est-à-dire de penser plus que quiconque, qu'il y a une inhérence langagière. Alors avec tous les formules sur le dicte, le dire, etc. Moi, j'ai toujours souligné une complicité fondamentale de Heidegger et de Wittgenstein dans la constitution du transcendantalisme langagier au XXe siècle, du tournant langagier. Sur ce point, ils sont d'accord. Eux qui sont en désaccord sur presque tout, ils sont quand même d'accord sur ce point. À savoir qu'ils ont promu un type d'inhérence transcendantale, en réalité. C'est un kantisme langagier. C'est un kantisme langagier. Les catégories fondamentales de la pensée sont... Et d'ailleurs, l'effet est le même que dans le kantisme. Il y a une soustraction de l'ontologie.
C'est-à-dire que ce dont on ne pourra pas parler, en tout cas, c'est l'être, puisque il est transcendamentalement constitué, soit par les catégories chez Kant, soit par le langage dans ce type de pensée. Donc c'est pas étonnant que l'ontologie soit leur adversaire, puisque l'ontologie, ça prétend que quelque chose d'absolument universel, alors, qui est l'être en tant que tel, peut être mis en partage dans la pensée, sans qu'on objecte à cela une constitution quelle qu'elle soit. Que ce soit la constitution perceptive dans le cas de la critique kantienne, ou que ce soit la constitution langagière dans le cas simultanément, en réalité, de Heidegger et de Wittgenstein. Donc c'est ce point que je voulais d'abord souligner. Ensuite, effectivement, en ce qui concerne alors Heidegger, il paye le prix de ses propres affirmations concernant l'inhérence langagière des choses. Ça, je suis absolument d'accord. C'est pour ça que je rejoins Barbara là-dessus. Et le problème est en effet de savoir dans quelle mesure cette inhérence qu'il a proclamée et voulue contamine ou a à voir avec l'allemand en tant que tel. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que l'allemand était une langue... Oui, mais est-ce que l'allemand, quel est le rapport entre, là aussi, on va évidemment poser la question, quel est le rapport entre l'allemand de Heidegger et l'allemand qui n'est pas de Heidegger? Évidemment, notre thèse sur laquelle nous sommes absolument d'accord, c'est qu'il n'y a aucune raison que l'allemand de Heidegger porte jugement sur l'allemand en tant que langue. Sur sa philosophie. Ah non, mais sur sa philosophie, moi je suis pas heideggerien du tout. Je prétends que Heidegger est un grand philosophe, mais je prétends aussi que Wittgenstein est un grand anti-philosophe, et que je prétends qu'Aristote est un immense philosophe. C'est mon ennemi personnel, si je puis dire, puisque c'est lui qui est hégémonique aujourd'hui, sournoisement, en fait, Aristote. Tout le monde est aristotélicien, en réalité, hein. Et on part pour au moins deux raisons. D'abord, il touche à quelque chose du formulaire langagier, sa manière à lui. Et deuxièmement, c'est un homme de la modération, du juste milieu. Et c'est au fond la philosophie qui a toujours historiquement convenu aux classes moyennes. Voilà, c'est ça, Aristote. Et en plus, c'est le créateur du discours de l'université. Ça, on le voit très bien. D'ailleurs, c'est une différence abyssale avec Platon. Chez Platon, rien n'est académique. Rien n'est saisissable autrement que dans des théâtralités, des dérivations, des brusques plongées. On ne sait même pas exactement toujours qui parle, de quoi c'est le point de vue. Alors qu'Aristote, ça commence comme une bonne leçon. Sur tel sujet, on pensait un tel, il a vu une partie de la question mais pas tout. Un autre tel, il a vu une partie de la question mais pas tout. Un autre tel, il s'est pas mal trompé. Et moi, je donne la solution véritable, voilà, en dernière partie du développement. Et ça, c'est une invention aristotélicienne très puissante, très géniale, qui va parcourir les siècles de didactique philosophique élémentaire. Mais pour en revenir à l'origine de la discussion, s'agissant de Heidegger, je pense qu'en réalité, il y a quand même je voudrais revenir à notre accord, là, après cette excursion désaccordée. Je voudrais revenir à notre accord qui est très important, parce que c'est vrai qu'il y a une histoire française de Heidegger, très capitale. En un certain sens, Heidegger a été sauvé sur le front de la philosophie par les Français. Et ça, c'est une opération tout à fait singulière. Et il y a eu les grands heideggeriens, et il a été sauvé, si tu veux, de manière même anticipée. Il est tout à fait stupéfiant que quelqu'un qui était en réalité un platonicien convaincu et un philosophe extrêmement profond des mathématiques comme Lothman, qui a été en plus un résistant et un juif finalement assassiné par les Allemands dans un convoi à Bordeaux, et cru et sincèrement pensé que Heidegger était homogène à ce qu'il pensait, et ça dans les années 30. Et Hannah Arendt considérait jusqu'au bout qu'il avait été un philosophe capital, etc. Donc, il a un phénomène de salut de Heidegger par l'extérieur, si je puis dire. Jusqu'à aujourd'hui, les Allemands sont restés, en général, assez soupçonneux, il faut bien dire. Ils n'ont pas aisément réintégré Heidegger, ça, absolument pas. Et c'est...
Eh bien, pourquoi les Les Français? Allemands sont, comme vous dites, plus que réservés. Eh bien, d'abord, je pense parce que les Français n'avaient pas le même problème langagier dans le rapport à Heidegger. Voilà. Ils n'avaient pas le même rapport langagier. Ils ont fabriqué un Heidegger. Alors, Barbara dit un Heidegger encore plus heideggerien que Heidegger. Moi, je dirais, ils ont fabriqué un heideggerien plus universel que Heidegger n'était. C'est-à-dire, c'est plutôt ça. Ils l'ont, en effet, ils l'ont pour ceux que je retiens, pour les interprètes que je retiens, qui sont pas Fédier ni Vézin, pour les interprètes que je retiens, qui sont Lacoue-Labarthe, ou déjà Sartre en vérité, ou Merleau-Ponty, c'est-à-dire les gens qui ont fait réellement quelque chose de Heidegger, qui ont fait quelque chose de français de Heidegger, je pense qu'ils l'ont à la fois dénazifié, mais dégermanisé aussi. Ils l'ont éloigné de la langue allemande, ça c'est vrai. Et cette opération est légitime si elle fait apparaître un noyau rationnel de Heidegger qui peut être projeté. C'est pas ma tasse de thé, moi. Hein, c'est pas ma tasse de thé, mais je maintiens que il est, eu égard à tout ça, possible de dire, premièrement, que Heidegger, en effet, a absolument communiqué avec le nazisme, a été un nazi ordinaire, provincial et douteux, et que cependant, il y a un noyau philosophique puissant chez Heidegger, et un noyau philosophique si puissant qu'aujourd'hui encore, X années après, un demi-siècle après, eh bien, il transite et fait l'objet d'appropriation et d'évaluation dans toutes les langues où la philosophie existe. Voilà, on est complètement d'accord. Moi, ce qui m'intéresse mais simplement, ce en quoi pour moi et pour toi, Heidegger est grand philosophe n'est peut-être pas tout à fait la même chose. Hein. C'est-à-dire que, normal, oui, c'est-à-dire que pour moi, Heidegger est un immense philosophe en ce qu'il rend intelligible de manière jusqu'à présent absolument, enfin, d'une manière qui n'existait vraiment pas avant lui, l'histoire de la philosophie. C'est vraiment, pour moi, un immense historien de la philosophie, le seul qui soit capable de refaire quelque chose d'autre après Hegel. Et Hegel était probablement le seul qui était capable de faire quelque chose d'autre après Aristote. Hein. Donc on a Aristote, Hegel, Heidegger. Mais non, il n'a pas fait de l'histoire de la philosophie. Ah non, absolument. Mais non, c'est ça. Tandis que ce qui m'intéresse, là, ce que je suis en train de dire, c'est que là, il y a des intelligibilités qui traversent les siècles. C'est-à-dire que Aristote donne une intelligibilité à l'histoire de la philosophie, Hegel donne une intelligibilité à l'histoire de la philosophie, c'est-à-dire à la succession des philosophèmes, et Heidegger en donne encore une autre. Et là, pour moi, il est, bon, voilà, grandiose dans cette... Bon. Alors, par ailleurs, les concepts heideggeriens, c'est-à-dire ce qui sort des mots heideggeriens, les concepts qui sortent de ces mots, sont pour moi pas tout à fait passionnants. Hein, c'est-à-dire que ce que ça donne phénoménologiquement, ce que ça donne, etc., ça va, bon. Hein, ça a été important. Voilà, ça a fait bouger des petits trucs, mais bon, voilà, ça a fait bouger des choses. Mais pour en revenir à l'autre livre, une astuce, un petit biais. Alors, justement, il n'y a pas de rapport sexuel, mais il y a quand même un rapport avec Heidegger et les femmes. Parce que ça, c'est une chose que vous abordez longuement. J'imagine que vous avez, vous notamment, pas mal de choses à en dire. Parce que c'est quand même, on a parlé de Hannah Arendt, on pourrait vous évoquer... surtout dans les correspondances qui ont été publiées par ailleurs, on découvre quand même un personnage aussi finalement crapoteux et sans scrupules qu'il pouvait l'être en tant que nazi, intéressé par sa petite carrière, etc. Et là, n'hésitant pas du tout, pour ce qui concerne un chaud lapin, qui n'hésite pas à draguer ses étudiantes, etc. quand même. Oui. Moi, ce que je trouve... non, oui, mais là, on a abandonné ce côté-là. C'est pas proprement philosophique non plus. Non plus. Enfin, peut-être passant. Mais en tout cas, la position de Heidegger à l'égard des femmes, elle est, enfin, si je peux la caractériser, je dirais, il y a sa femme. Hein. Sa femme, c'est sa patrie. C'est comme ça qu'il en parle. C'est avec ces mots-là qu'il se l'approprie, qu'il se l'aime. Il se l'aime comme un Heimat, comme une patrie. Hein. Et toutes les autres,
Arendt, on va laisser de côté, je pense que c'est une surprise absolue pour lui. Bon. Mais toutes les autres, et il y en a eu énormément, eh bien, ce sont des relances de sa pensée. C'est des moyens et pas des fins. C'est des moyens, et sa femme est la fin finale. Bon. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que ce qui nous a intéressé au fond, et il ne faudrait pas prendre ça pour de la petite histoire. Ce qui nous a intéressé, c'est la manière dont Elfriede, sa femme, a eu 2 enfants, un premier dès qu'elle s'est mariée avec Heidegger, et un deuxième, ben, pas de Heidegger, du médecin d'Elfriede, et il est né à peine 1 an après le premier. Hein. Donc, dans ce livre, Ma chère petite âme, il y a l'acting out, le coming out de Hermann Heidegger, à qui par ailleurs Heidegger avait confié il l'avait choisi comme ayant droit. Hein. Donc, il y a eu dans Heidegger, et dans Heidegger d'une part, qui est absolument simple et grand, demandant même que il n'y ait que de la grandeur dans la relation avec Elfriede. Donc il lui dit au détour d'une lettre, bon bah il faut que tu comprennes, c'est ce que j'avais compris lorsqu'il était question d'Hermann. Faut que tu comprennes que pour moi aussi, voilà, quelque chose s'est passé. Laissons à tout ce qui nous arrive de la grandeur. Et c'est tout, c'est une phrase. Et c'est une très jolie phrase. Donc, Elfriede Heidegger, allemande, catholique, absolument très catholique et très pratiquante, nazie beaucoup plus que Heidegger, c'est-à-dire qu'elle y croyait vraiment, antisémite naturellement, hein, avait un enfant de son médecin tout de suite après son mariage, et le disait à son mari, et tout se passait correctement. Plus que correctement même. Bon. Comme peut-être ça ne se passe pas dans beaucoup de couples. Donc ça c'est un point intéressant, et c'est un point qui nous a fait relire, et bon, le rapport à Arendt qui complique, enfin qui est tout autre à notre avis, et le rapport comparatif, si vous voulez, entre Sartre et Simone de Beauvoir. Et on peut dire que, à lire les lettres de Heidegger, Heidegger est plutôt mieux que Sartre, plutôt moins, merdique à l'égard des femmes. Hein. On peut le dire peut-être comme ça. Et donc là, il y a un point intéressant à joindre au point suivant, qui est que la seule lettre de Elfriede qu'Elfriede nous est conservée, c'est-à-dire qu'Elfriede nous est transmise via sa petite fille, c'est une lettre où elle dit, une lettre de catastrophe, une lettre d'horreur, où elle dit, mais Martin, rends-toi compte de ce que tu me fais, est-ce que je suis vraiment encore ta patrie? Tu as bien d'autres patries. Bon. C'est très violent, très étrange. Voilà, disons que ce point-là nous a réellement donné envie de travailler. Hein, le rapport Heidegger et les femmes. Et on peut en passant dire que la couverture, là, la petite bande de couverture qui est vraiment belle, qui a été faite par un ami commun, peintre Maurice Mathieu, comme ça essaye de comporter des photos de femmes qui sont, comme elles peuvent, Arendt, Elfriede et Simone de Beauvoir. Et dans le petit bout, là, Alain Badiou. Un fragment. Voilà. Donc, c'était simplement, je sais pas si... Même entre l'oral et l'écrit, il y a quelque chose d'indécidé. Il y a énormément de textes de philosophie qui sont des notes prises pour ou à des cours, etc. Donc,
Et puis c'est fabriqué un peu n'importe comment la philosophie finalement. Voilà. Donc la question de c'est toujours un peu de briquet de broc comme ça. C'est pas même quelqu'un d'aussi obnubilé ou fasciné par le modèle mathématique que Spinoza, si on regarde dans le détail, bon, après il faut qu'il ajoute des scolies, des introductions, des démonstrations. Finalement, donc après ça, la question de la transmission symbolique et textuelle se pose en des termes tout à fait analogues à ceux que tu indiques. Hein, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a une question d'établissement, de transmission, et donc la question de comment ça passe est tout à fait réelle. Et quand on discute là de comment traduire, qu'est-ce que c'est qu'une traduction d'un texte philosophique majeur, ben c'est évidemment qu'est-ce qui passe. Et est-ce que finalement il n'y a pas un déficit d'intensité extraordinaire? Alors, je dirais un peu pour conclure, parce qu'on va arrêter quand même, je dirais pour conclure que en réalité, on pourrait dire que ces deux livres sont des exercices singuliers dans cette direction-là, puisqu'il y en a un qui essaie de dire quelle position on peut prendre sur ce qui passe ou ne passe pas de Heidegger, malgré tout, hein, pour nous. Et dans le deuxième, c'est deux exercices de passe sur le texte de Lacan, l'étourdi, couramment considéré comme un texte qui passe difficilement, parce qu'en tant qu'il est considéré comme extraordinairement mystérieux. Donc ce sont des exercices de passe, on peut les appeler comme ça. Et puis, c'est intéressant, mais ça, on développera ça quand on écrira le livre sur hommes et femmes. Cette passe est d'autant plus intéressante que dans les deux cas, elle est prise dans la question du genre. Hein. Elle s'est faite quand même par un homme et une femme, au moins empiriquement. Voilà.